passons donc à l'invité. Nous allons évoquer deux sujets. Le Cameroun, la réélection de Paul Biya, l'opposition divisée sur la conduite à tenir. Et puis, nous évoquons également l'affaire Khashoggi avec cette interrogation que risque l'Arabie Saoudite. Nous allons poser ces questions à Maître Eric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Bonsoir, Maître Sosa. Bonsoir, Sembeniawi. Le Cameroun, on le sait, Paul Biya, 86 ans, 35 au pouvoir, a remporté les élections présidentielles avec un peu plus de 71% des suffrages. Il a devancé très largement son suivant Maurice Kamto qui recueille lui un peu plus de 14% des voix. Ce dernier n'entend pas reconnaître la victoire de Paul Biya. On va d'abord s'interroger sur le cas Paul Biya. Ce n'est pas une surprise. Non, ce n'est pas une surprise parce que, vous savez, dans une élection comme celle-là, à un tour ou à deux tours, lorsque vous avez un pouvoir qui est en place depuis très longtemps et qui continue de porter son candidat habituel, il a l'avantage technique. Oui. L'avantage technique qui se constitue de beaucoup de choses, c'est-à-dire en termes de visibilité d'abord. M. Paul Biya a fait en tout et pour tout 12 minutes de campagne, de meeting, c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, tout l'appareil d'État parle pour lui. Il est déjà en place, il est reconnu comme tel depuis 36 ans. Beaucoup de Camerounais votants n'ont connu que lui. Donc, il a incarné le pouvoir et il est donc le candidat naturel du pouvoir. Alors, quand en face d'un poids lourd comme ça, l'opposition arrive émiettée en demandant l'alternance, c'est un chaos technique. C'est pour ça que je disais qu'il y a un avantage technique au profit du régime en place. Si on veut le démettre, il faudra trouver d'autres stratégies. Et pour cela, je dis, on a beau pousser des cris d'orfraie pour dire qu'il y a eu tricherie, etc. En règle générale, ce genre de scénario n'a pas besoin de beaucoup de tricherie pour se qualifier. Maintenant, la question se pose quand même au niveau de la validation de ces élections, de ce scrutin par la Cour constitutionnelle camerounaise. On s'étonne que tous les recours aient été rejetés. C'est-à-dire que, d'après cette Cour, aucun des recours qui a été porté devant elle n'était fondé. On se pose bien des questions. Les conseils et les plaignants sont-ils aussi aveuglés par la passion qu'ils ont portée devant la justice constitutionnelle, des faits qui ne sont pas vérifiés? On peut se poser la question. Cette servilité de la Cour constitutionnelle est aussi une cause de frustration et, je dirais, entache davantage encore la crédibilité du scrutin lui-même. Parce que là, pour le coup, ce n'est pas possible. Ils auraient pu au moins faire droit à un ou deux parmi les différents griefs qui sont portés. On pourrait dire, OK, ils ont fait un effort pour au moins trouver à redire sur un des faits dénoncés. Mais là, apparemment, non. Pour cette Cour, ils ont tort sur toute la ligne. Tout ce qu'ils ont dit, on a l'impression que personne n'a même voulu en tenir compte, ne serait-ce que de la moindre manière. C'est tout cela qui pose problème. Et sur le cas Biya lui-même, en tant que personne, il y a si peu à dire. 86 ans, brigand, un septième mandat, ce n'est plus qualifiable. Alors, ici, quand même, il y a quelque chose. Vous avez relevé, par exemple, les divergences au niveau de l'opposition qui s'est présentée en rang dispersé. Mais même si elle était unie, ça n'aurait rien changé. On a un Paul Biya qui fait 71%. Donc, il n'y a plus que 29 qui restaient à distribuer à tout le reste. Oui, mais attendez, mais pourquoi Paul Biya fait 71%? Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Et que Paul Biya était en campagne depuis toujours, en fait. C'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin d'être là présentement, physiquement. Paul Biya est en campagne, quoi qu'il en soit, parce que tout l'appareil d'État fait campagne pour lui. L'administration est implantée partout, dans le moindre bourg de la préfecture la plus éloignée, dans la province la plus éloignée. Il y a l'administration de Paul Biya. Et il a placé dans son administration des gens qui sont voués à sa cause, complètement dévoués à son succès.
Bon, l'opposition, sachant cela, depuis longtemps, aurait dû, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, Ouais. ça, honnêtement, je vous le reconnais, hein, je vous le concède volontiers. Depuis Lomé, faire un commentaire et décerner des mauvais points aux opposants camerounais, j'avoue que l'exercice est très facile et il ne faut pas forcer le trait non plus en s'apesantissant sur les manquements de cette opposition. Mais quand même, tirons-en des leçons. C'est partout pareil. On va voir la même chose. Si on veut à toute force la démocratie et son enracinement, il faut avoir certains comportements qui permettent l'avènement de la démocratie. C'est-à-dire qui vont créer, en fait, par effet de levier technique, l'avènement automatique de la démocratie. En disant cela, je fais allusion à quoi? À ce qui se passe en RDC. On va avoir le même scénario. Sans Kabila ou avec Kabila, c'est son parti qui va gagner parce que ils arrivent en si grand nombre devant un régime qu'ils veulent faire partir. Mais c'est que l'opinion n'arrive pas à décrypter parmi eux lequel est le plus valable. D'accord, Katumbi et Bemba sont déjà hors jeu. Mais après, parmi tous les autres, Vital Kamere, Olivier Kamitatou, enfin, tous ces gens-là, ils ont les uns les autres beaucoup de qualités individuellement. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que dans l'appareil politique, ils se connaissent peut-être, ils se reconnaissent des qualités. Mais le peuple qui va voter, il ne connaît pas tout ça. On ne va pas me dire qu'à Mbujimaï, quelqu'un comme Vital Kamere a la même popularité que quelqu'un comme Adolphe Kizito, enfin Adolphe Mouzito, pardon, par exemple. Donc, vous voyez, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc il s'agit véritablement de commencer à mettre en place une véritable stratégie de la gagne, qui consiste à dire, depuis longtemps avant le scrutin, la date du scrutin même, bon, c'est celui-là qu'on va présenter. Et il est déjà dans la conscience des gens comme étant celui qui incarne l'alternance. Et à ce moment-là, s'il est seul challenger du sortant, ben, le jeu est beaucoup plus facile. Donc là, on va pouvoir véritablement compter les points. Et dire, bon, mais pourquoi est-ce que c'est le sortant qui a gagné alors qu'il avait beaucoup plus d'atouts que le sortant? Mais ici, d'abord, il commence la campagne toujours excessivement tard. Et il la commence en rang dispersé. Bon, vous savez, une population qui est fatiguée des politiques en général, qui considère que tous sont pareils et que ceux-là ne feront pas mieux. Quand vous venez tous les samedis avec une nouvelle caravane, ils vous regardent passer. En fait, ça devient un spectacle. Ce n'est plus une information qu'on va chercher pour savoir pourquoi voter pour celui-ci ou celui-là. Donc, bon, quand ils ont vu celui-là passer, ils vont trouver que sa caravane est plus jolie et mieux garnie que la caravane de l'autre qui va passer le samedi d'après. Et finalement, ben, c'est celui qui va distribuer plus de coca, plus de beignets, qui va être le plus sympathique. On en est à peu près là, voyez. Et donc, du coup, ben, dans ce genre de scénario, il ne faut pas s'étonner que ceux qui sont là aient l'avantage technique et finalement aient tous les moyens de demeurer au pouvoir. Alors maintenant, face à quand même la réélection, si on peut le dire comme ça, de Paul Biya, l'opposition n'arrive pas à s'accorder sur la démarche à mener. Par exemple, Maurice Kamto, qui fait office désormais de leader de l'opposition, veut continuer la résistance. Il dit même qu'il va user de tous les moyens de droit pour faire rétablir la vérité des urnes, alors que Yoshua aussi lui dit il faut tourner la page. Mais écoutez, on a déjà vu ça aussi. Souvenez-vous, le Gabon avec Jean Ping. Le Gabon avec, paix à son âme, Baobam. C'était la même chose. Ils ont crié, ils ont poussé des cris d'orfraie, ils ont tiré le pays à Uadia pour dire que c'était eux qui avaient gagné. Et puis finalement, ben, le Bongo, il est toujours là. Deuxième et troisième mandat en cours. Il est toujours là. Et c'était la même chose. Vous voyez, donc Maurice Kamto devrait tirer les conséquences de ce qui s'est passé. C'est un juriste très fin et un légaliste, à mon avis, consommé. Et il sait exactement ce que veut dire la légalité des choses. Et ce n'est pas en contestant la légitimité de cette élection, de cette manière,
par la rue que Paul Biya va céder. Mais là, il est aujourd'hui, c'est vrai, vous le dites, c'est un juriste fin, mais il est dans la posture politique. Oui, c'est ce que je dis. Mais on l'a déjà vu. Et ce qui est vrai au Gabon le sera au Cameroun. Enfin, c'est pas les mêmes pays. On me dira tout ce qu'on voudra, mais non, c'est pas pareil. Enfin, le résultat sera exactement le même. C'est-à-dire que, bon, à un moment donné, il est dans le déni, il est contre les évidences. Ça devient une évidence. Ouais. C'est fini. La messe est dite. Et j'ai regardé avec beaucoup de gourmandise le prononcé du verdict de la Cour suprême. À la fin, le président Atangana a dit l'élection est terminée. C'est comme ça qu'il a terminé la lecture du délibéré. L'élection est terminée. Ça veut dire la messe est dite istémisaes, passer à autre chose. C'est tout. Bon, et ça, Monsieur Kamto, avec toutes les qualités que je lui reconnais et l'admiration profonde que j'ai pour sa personne, ne va pas gagner ce combat simplement en protestant et en étant dans le déni. Non, c'est fini. C'est consommé. Ça veut dire quoi? Qu'il reste là et il devient attentiste? Mais il ne s'agit pas d'être attentiste, c'est justement ce que je disais. C'est-à-dire qu'en fait, on focalise tout sur l'élection présidentielle seule. Il y aura d'autres échéances. Il faut commencer à préparer les gens. Bon, à ce moment-là, maintenant, il est clair que c'est lui qui a remporté la mise au niveau de l'opposition. Il faut qu'il s'impose dans l'opposition et que l'opposition le porte désormais. Et donc, finalement, qu'il y ait une véritable coalition, parce qu'il y aura d'autres scrutins. Les législatives vont venir, les communales, etc. Ben, il faut, à ce moment-là, commencer déjà maintenant, en gagnant cela, à préparer le terrain. Bon, peut-être que Paul Biya ne finira par son mandat non plus. Attendez, on ne sait jamais, vu son âge. Alors, il faut déjà être, vous voyez, dans la posture de la gagne, parce que il faut être prêt pour tout match qui va recommencer. Il y en a qui disent que Maurice Kamto ne peut s'en prendre qu'à lui-même, parce que c'est lui qui a déroulé, qui a ouvert le boulevard à Paul Biya, ancien ministre. Il a fait sauter le verrou de la limitation de mandat. Eh bien oui, mais écoutez, tout ça se paye. Mais moi, je ne lui jette pas la pierre parce que on était dans le jeu politique, il était ministre de Paul Biya. Paul Biya voulait faire sauter le verrou et il était en charge de ce dossier-là et c'était à lui de le traiter, c'est tout. Sinon, il démissionne. D'accord? Bon, c'est pas ce qui s'est passé. Il a fait son job parce que c'est ce que voulait, à ce moment-là, le pouvoir. Mais il était au service de ce pouvoir et il l'a fait. Bon, il ne l'a pas fait à titre personnel. Il l'a fait parce qu'il était en mission politique. Donc, on ne va pas lui en vouloir de l'avoir fait. C'est pas parce que Paul Biya est candidat que Paul Biya a gagné. Figurez-vous, il aurait pu y avoir un autre poulain du parti, RDPC, il gagnerait de la même manière parce que l'opposition s'y prend mal et organise mal son combat, c'est tout. Mais sinon, non, c'est pas parce que on a fait sauter le verrou que ça devient fatal que Paul Biya gagne toujours. Alors, mais on a quand même Yoshua aussi qui, lui, de son côté, semble reconnaître finalement que c'est fini, il faut passer à autre chose. Est-ce qu'il ne jette pas aussi trop facilement l'éponge? Non, il ne s'agit pas de jeter l'éponge. Vous savez quoi? J'ai toujours aimé les sportifs. Et je regrette toujours qu'il n'y ait pas un peu plus de sportivité dans les combats politiques. Les sportifs, ils savent. Bon, même quand un penalty a été sifflé injustement, on accepte, c'est la règle du jeu. Et si on a été battu par l'effet d'un penalty injuste sifflé contre nous, le match est terminé au vestiaire. Après, c'est des commentaires. Les hommes politiques devraient apprendre beaucoup aussi des sportifs. Vous voyez, quand l'arbitre a sifflé faute, on s'arrête, on tire la faute. Et quand vous protestez, carton rouge, vous allez sortir. Voilà, il faut qu'on apprenne un peu de discipline aussi dans ces choses-là. Et Joshua aussi, il ne jette pas l'éponge trop facilement. C'est qu'il a compris que, contrairement à son aîné Maurice Kamto, que en fait la messe est dite et les carottes sont cuites. Il ne faut pas remettre les enfants dans la rue, leur faire tirer dessus, créer la confrontation et finalement jeter des troubles
supplémentaire dans l'esprit des gens et dans la paix sociale. Et c'est pour ça que, il s'est dit, essayons de nous ressaisir et de regarder les choses différemment. C'est tout à fait sage de sa part. Mais quand même, la chute dans cette élection du parti de Joshua aussi le SDF est étonnant aussi. Non, ce n'est pas étonnant. Parce que, en fait, quand on regarde bien les choses, le SDF est un parti qui a toujours été perçu comme étant le parti de l'Ouest. Oui. C'est le parti du Cameroun anglophone. Et ils n'ont rien fait pour asseoir leur implantation. Ils l'avaient essayé beaucoup, parce qu'avant, quand même, John Froundi, il a véritablement combattu Paul Biya. C'était un opposant véritable, qui a fait un travail de fond très intéressant. Mais après, comme tout se résumait à son équation personnelle, ça n'a pas continué dans l'appareil du SDF. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, le SDF s'est complètement délité dans l'esprit des gens. Bon, le SDF, et surtout, avec, vous voyez, la montée en pointe de l'irrédentisme anglophone à l'Ouest, on veut l'unité nationale d'abord. Alors, un parti qui est soutenu par les séparatistes, il a du mal à être bien perçu dans l'opinion nationale générale. Et c'est la raison pour laquelle ils ont chuté de si loin. Second sujet, c'est l'affaire Khashoggi. On s'interroge que risque l'Arabie Saoudite. Le prince héritier Mohamed Ben Salman a estimé mercredi que le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi était un crime hideux. Il a promis que la justice prévaudrait dans cette affaire. Les États-Unis, eux, ont annoncé ce mardi la révocation des visas des Saoudiens impliqués dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Selon le département d'État américain, 21 personnes sont concernées par cette affaire. Maître Sosa, voilà encore une affaire qui fait beaucoup de bruit. Un journaliste assassiné finalement, parce que quand on écoute le président turc Recep Tayyip Erdogan, on comprend qu'il a été sauvagement assassiné dans le consulat d'Arabie Saoudite en Turquie. Mais sur un plan plutôt étatique, les États semblent vouloir jouer sur cela à d'autres niveaux. Oui, mais les États semblent jouer sur cela à d'autres niveaux, mais à mon avis, vous savez, on va voir que ça va se dégonfler très vite. Parce qu'il s'agit quand même de l'Arabie Saoudite. Oui. Non pas qu'on ait peur de l'Arabie Saoudite, mais on a tellement besoin de l'Arabie Saoudite parce que, mais c'est un très bon client en armement. Pour le pétrole, on en a besoin. Et aussi, au Moyen-Orient, il joue un rôle important parce que, il y a le Qatar, il y a l'Iran, il y a Israël. Et finalement, il vaut mieux pour les maîtres de l'Occident avoir l'Arabie Saoudite parmi ses amis plutôt qu'autre chose. C'est d'abord cela dont il s'agit. Parce que, si on n'y est pas, d'autres y seront très vite. C'est la raison pour laquelle ça va pas aller très loin. On est dans la réprobation de pure forme parce que il s'est passé des choses beaucoup plus immondes en Arabie Saoudite et il ne s'est rien passé, personne n'en a rien dit. Là, c'est parce que ça s'est passé en territoire étranger et que ça concerne quelqu'un qui, après avoir été dignitaire ou en tout cas très proche du régime saoudien, a décidé de se retourner contre ce régime et surtout, je crois que son crime, paix à son âme, mais ce qui lui est reproché principalement, c'est d'avoir retourné sa plume et d'être devenu le correspondant de Washington Post qui ne dit pas de bonnes choses sur le régime saoudien. C'est pour cela qu'on lui en veut. Donc, le mettre à mort parce qu'il a commis un crime de lèse-majesté, beaucoup ont subi ce sort en Arabie Saoudite. On n'a pas entendu la moindre protestation. Et il s'y passe tous les jours des choses absolument hideuses, ignobles. On traite des êtres humains comme des chiens. Il n'y a aucune indignation internationale. Alors aujourd'hui, parce qu'il s'agit d'un journaliste du Washington Post, c'est plutôt cela dont il s'agit. S'il n'y avait pas eu cela, ça aurait été un non-événement. Si ça ne s'est pas passé dans le consulat de l'Arabie Saoudite en Turquie, enfin à Istanbul,
on n'aurait pas eu ce tollé général. Ça veut dire sur cette affaire, on va faire monter les enchères et puis après, plus rien. Ça va se dégonfler. Mais attendez, on va faire quoi à l'Arabie Saoudite? Il y a un sommet qui est organisé, on a boycotté. Ouais. D'accord. Il y en aura d'autres où on viendra. D'accord. Le carnet de chèques, on va pas le bouder. Hein. Ah non. Vous savez, pour 21 milliards de dollars d'armement vendus à l'Arabie Saoudite pour l'année dernière seulement. Un client comme ça, on le soigne. Hein, oui, il n'a pas les mains très propres, mais bon, ça va. Il peut prendre une perche pour envoyer l'argent, on prend. Non, mais attendez, ce que je dis est peut-être cynique, mais c'est comme ça que ça se passe, c'est la réalité. Attendez, vous avez vu quand même les détours de Mousmet de M. Trump? Au début, il voulait pas accepter, il voulait même pas accepter le fait. Non, attendez, non. Il y a eu une bavure, peut-être, bon, enfin, on ne sait pas. Non, les explications données par le pouvoir saoudien sont tout à fait crédibles. Et puis maintenant que, beaucoup de gens se sont quand même indignés et ont trouvé que c'était honteux de sa part, il dit, non, mais maintenant, c'est très sérieux, on va prendre des sanctions. Mais il y aura des boucs émissaires qui vont payer. On les trouvera. Qu'ils soient 21 ou 50, on les trouvera. Mais le pouvoir saoudien ne sera pas touché par cette affaire. Vous allez voir. Mais là, on a quand même une implication au plus haut niveau. Certains disent même que c'est le prince Mohammed bin Salman qui aurait commandité. Mais c'est une supputation qui aurait. On parle au conditionnel et ça devient une information? Non. Moi, dans ce genre de dossier, j'aime bien que l'on soit précis. Il y a eu l'assassinat d'une personne. Qui l'ont assassiné? C'est-à-dire, ça a été commandité par qui? Quel est son mobile? Et qui sont les exécutants? Il faut qu'on soit clair. Mais dire comme ça, le prince l'aurait commandité, c'est une supputation dans laquelle je ne veux pas verser. Parce que, non, qui en a une preuve? On l'aurait dit depuis longtemps. S'il y avait eu la moindre preuve d'une instruction donnée par le prince, vous l'aurez déjà lu, quelque part. C'est parce qu'on n'a pas de preuves qu'on est voué à cette conjecture et à faire de la spéculation. C'est plus de l'information, ce n'est même pas de l'analyse politique. Là, ça peut ressembler à de la diffamation. Vous voyez, parce que le dire, c'est affirmer quelque chose dont on n'a aucune preuve. Qui sait si ce monsieur perd son âme, encore une fois, n'a pas d'autres ennemis en dehors du régime même? On ne le sait pas. On a dit qu'il y a eu 15 personnes qui ont fait le voyage en Turquie. On n'a jamais donné les noms encore. Hein. On est encore juste dans la généralité. 15 personnes, on peut donner les noms. Si on a pu dénombrer 15, donnez les noms tout de suite. Mais qui y sont? On a dit qu'il y avait un médecin légiste. On n'a qu'à donner son nom. Qu'est-ce qu'un médecin légiste va chercher dans le consulat d'Arabie Saoudite en Turquie? À ce moment-là, il a peut-être de bonnes raisons. Il a droit d'avoir de l'intérêt pour la Turquie, qui a une culture intéressante et qui a des sites touristiques tout à fait dignes d'intérêt. Si c'est pour ça qu'il y est allé, pourquoi on va tout de suite lui imputer des actes odieux? Vous voyez? Donc, non, on dit tout et n'importe quoi, et je crois qu'il faut se calmer. Quelqu'un est mort dans des conditions qu'on dit ignobles. Personne n'a décrit la façon dont il est mort. On n'a toujours pas vu le corps. On est toujours à la recherche du corps, mais on sait ceux qui l'ont tué. Demandez-leur. Vous avez mis le corps où? Puisque vous connaissez les assassins, demandez-leur où ils ont mis le corps. C'est tellement plus simple. En plus, si les assassins, sont retournés en Arabie Saoudite et que le prince dit qu'il ne va pas laisser passer ça, qu'il n'y aura pas d'impunité, qu'il leur demande où ils ont mis le corps de leurs concitoyens. Tout ça, on ne sait pas. Ça me rappelle un peu l'affaire Mehdi Ben Barka, opposant au roi Hassan II, qui a été assassiné, qui a disparu. Lui, au moins, on n'a jamais vu le corps non plus. Il y a eu même des procès sur sa mort. On n'a toujours pas vu le corps. 50 ans après, on n'a toujours pas vu le corps de Mehdi Ben Barka. Vous voyez, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, là, maintenant, on nous dit, mais
On connaît, on sait qui sont les potentiels coupables. Mais on ne sait pas dire où ils ont mis le corps. Comment? Si le prince a véritablement commandité, il doit réclamer le corps au moins. Il pourrait le réclamer. Maintenant, écoutez, l'affirmation est faite qu'il est mort. Et on a même présenté des excuses, on a reçu sa famille officiellement. Donc, au moins, on sait une chose, c'est que ceux qui ont commandité sa mort, bon, sont satisfaits, au moins, de ce résultat macabre. Alors qu'on rende le corps. Ça non plus, on ne peut pas le faire. Mais alors, du côté de la Turquie, à quoi joue le président Erdogan? Parce qu'il semble savoir ce qui s'est passé, mais livre les informations à compte-gouttes. Oh, il semble savoir, là aussi, s'il savait aussi bien que ça, il l'aurait dit tout à fait aisément. Parce que il n'a aucun service à rendre à l'Arabie Saoudite en ce moment. Ils ne sont pas dans les meilleurs termes. Mais souvenez-vous quand même que ce qui se passe au Yémen ne plaît pas à tout le monde. Ouais. Et ça gêne énormément le président de la Turquie. Et au Yémen, ce qui se passe est odieux. Mais là-bas, c'est l'Arabie Saoudite. Ouais. Vous vous rendez compte, des gens meurent de faim, il y a des crimes contre l'humanité qui s'y commettent, mais il n'y a pas d'indignation. Alors, on vous parle d'un journaliste mort dans des conditions atroces et que ça serait le casus belli de la Troisième Guerre mondiale? Non, il ne se passera rien, mon cher ami. Vous allez voir. Maître Éric Emmanuel Sosa, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est avec plaisir. Nous marquons la pause et après, ces regards croisés.